Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, merci d'être venu aujourd'hui. Nous allons parler du go-to-market et industrialisation et pourquoi utiliser OKS pour votre projet IA. Je suis Nassim Hamidi, je suis Cloud Solution Architect et je suis accompagné de... Frédéric Jaffresse, je suis responsable de l'équipe Outscale Container Services. Cette équipe est notamment responsable du développement de la solution OKS. Alors nous allons voir d'abord quelles sont les principales problématiques d'un projet IA. Avant de parler d'OKS, on va d'abord regarder ce qui rend un projet IA difficile. C'est pas seulement utiliser des modèles, avoir des GPU, c'est tout ce qu'il faut faire en plus pour le rendre fiable, sécurisé, exploitable et évolutif surtout. D'un point de vue business, un projet IA, c'est avant tout un projet applicatif critique. Donc on va avoir les mêmes besoins que sur n'importe quel projet applicatif critique qui vont être de la disponibilité. Il faut que votre projet et votre plateforme d'IA soient disponibles pour le plus grand nombre. En plus de ça, vous allez avoir besoin de sécurité et de souveraineté. Votre projet IA, vous n'avez pas envie qu'il soit utilisé par d'autres personnes que pour d'autres aussi utilisations pour ce pourquoi vous l'avez créé. Vous avez besoin de performance, il faut que votre projet IA soit performant et puisse être utilisé de manière convenable par un peu toutes les équipes. Et une capacité d'exploitation qui permette en fait à une exploitation qui soit naturelle, facile pour les équipes qui vont exploiter cette partie-là et ne pas rendre ce projet plus compliqué qu'il ne l'est déjà. Mais aussi les projets IA introduisent de nouveaux défis. En général, les architectures de ces projets-là sont cloud natives, donc utilisent Kubernetes pour se déployer. Ils demandent une infrastructure spécifique avec l'utilisation de GPU pour le travail des modèles IA. On a aussi une évolution permanente de ces plateformes-là. Il faut à peu près voir que tous les 3 à 6 mois, la plupart des compagnies qui font des modèles d'IA refont et ressortent des nouveaux modèles avec de nouveaux besoins potentiellement, des nouveaux changements sur les types de GPU. Et il faut aussi voir le passage à l'échelle, parce qu'on peut voir que très rapidement un projet IA peut passer de 100 à 200 utilisateurs pour une première utilisation à plusieurs milliers voire millions d'utilisateurs par la suite. Donc le défi, c'est pas uniquement de déployer un modèle IA, qui va être un peu ce qu'on va appeler un POC ou un premier essai, mais de rendre une plateforme disponible, capable d'accompagner l'évolution du projet, et en plus de ça, son exploitation, qu'elle se fasse de manière la plus facile possible. Ce qu'on a en plus, c'est qu'on va avoir besoin d'outils adaptés, bien plus que sur un projet critique. On va avoir besoin d'observabilité pour l'exploitation. Typiquement, comment vous savez que votre plateforme d'IA, elle est actuellement bien utilisée, vos GPU que vous payez assez cher au final, sont utilisés à son maximum et pas sous-utilisés ou pas surutilisés. Vous avez besoin aussi de logs, d'alerting, de dashboard et de la supervision de vos GPU. Les logs et l'alerting vont typiquement être utiles en cas de problème sur l'exécution des tâches de votre plateforme d'IA. Typiquement, demander des requêtes qui vont être interdites ou monitorer en général ce qui va être donné à votre LLM. Là-dessus, on va avoir besoin de sécurité et gouvernance avec la gestion des accès, la gestion des secrets de votre plateforme d'IA pour éviter à n'importe quelle personne de pouvoir violer votre plateforme, l'isolation des workloads qui vont vous permettre d'avoir plusieurs projets sur le même espace. En isolant les workloads, vous allez être capable de complètement passer outre cette partie-là. Et l'exposition contrôlée des services, être capable d'exposer vos services de manière contrôlée sans qu'une tierce personne puisse les utiliser aussi. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a aussi besoin, pour tous ces changements et ces évolutions de l'architecture, d'être capable d'utiliser une pipeline CI/CD performante, d'avoir des déploiements qui soient reproductibles, la possibilité de faire des montées de version et des rollbacks de manière extrêmement efficace. Ce qu'on voit souvent chez la plupart de nos clients, c'est les pièges un peu classiques, c'est de partir sur ok d'accord, on va créer un POC pour voir quelle est la value de ce qu'on est en train de faire. Et après on se rend compte que notre POC n'est pas industrialisable. Tout ce qu'on a fait, on ne peut pas le réutiliser. Et ce POC reste à l'état de POC. Une observabilité tardive qui fait que vous allez pouvoir accumuler des erreurs sur votre plateforme sans pouvoir voir l'origine de ces erreurs. Et ça va induire énormément de ralentissement sur l'exploitation et l'utilisation de la plateforme. Pas d'expert Kubernetes, donc comme on l'a dit,
c'est une plateforme qui est en général sur Kubernetes. Il vous faut au minimum quelques experts Kubernetes, donc ce sont des experts qui sont extrêmement demandés. Et en plus de ça, si vous en perdez un, c'est très compliqué à avoir et à pouvoir utiliser la plateforme sans expert. Vous avez besoin d'autres disponibilités aussi et de restauration non testée. Donc typiquement, le risque, c'est d'avoir un POC qui fonctionne en première instance, mais de ne pas être capable de l'exploiter correctement. Pour tout cela, on a une solution qui s'appelle Outscale Kubernetes as a Service, que va nous présenter Frédéric. Merci Nassim. Donc OKS pour Outscale Kubernetes as a Service, c'est une solution qui vous permet de déployer en quelques minutes un cluster Kubernetes managé sur le cloud public souverain d'Outscale. Quelques principes. Cette solution est disponible aujourd'hui sur 2 régions d'Outscale, sur EUWest 2 et sur CloudGov EUWest 1. Cette dernière région étant la région qualifiée SecNum Cloud. En tant qu'utilisateur via l'OKS CLI, vous allez pouvoir gérer vos projets OKS, vous allez pouvoir créer vos clusters Kubernetes et une fois que vous avez obtenu votre kubeconfig, vous allez vous connecter sur votre cluster et au sein de votre cluster, vous êtes administrateur du cluster, vous allez pouvoir déployer vos différents objets, les namespaces, les pods, etc., etc., tous vos composants applicatifs. Quels sont les bénéfices de cette solution? En termes de sécurité, l'ensemble des ressources du cluster vous sont dédiées. Le control plane est dédié, les worker nodes sont dédiés. Tout ça dans des VPC et dans des comptes cloud qui ne contiennent que vos ressources. Ils vous sont également dédiés. La solution est déployée sur le IaaS Outscale. Le IaaS Outscale a plusieurs certifications, plusieurs qualifications. Il est notamment certifié ISO 27001 et HDS pour hébergement des données de santé et il est qualifié SecNum Cloud. En termes de disponibilité, vous allez pouvoir déployer des clusters résilients, multi-AZ, control plane multi-AZ et vos worker nodes, vous pouvez décider de les déployer sur plusieurs AZ également. Les mises à jour, que ce soit pour redimensionner votre control plane ou pour mettre à jour la version de Kubernetes, sont des mises à jour zéro downtime, c'est-à-dire sans interruption de service. Tout ça dans un environnement souverain. Outscale est une entité de droit français et ça vous protège donc contre les lois extraterritoriales. En termes d'agilité, on l'a déjà évoqué, le create cluster, ça prend quelques minutes, 4-5 minutes. Et ensuite, vous vous connectez sur le cluster et de là, vous pouvez déployer vos node pools et vos workloads applicatifs. En termes d'élasticité, vous pouvez créer un cluster avec quelques nœuds, 2, 3, 4 nœuds, jusqu'à quelques centaines de nœuds. Nous proposons l'autoscaling des nœuds au sein des node pools. Et bien sûr, cette solution, elle est IA ready. Nous supportons aujourd'hui tous les GPU que propose le IaaS Outscale. Alors merci Frédéric pour cette introduction à OKS. Ce qu'on a pu voir, c'est que pour le go-to-market, l'enjeu est de réduire le temps entre l'idée et la première plateforme utilisable. OKS permet de standardiser complètement le socle et d'accélérer les environnements dev, test et prod. Donc on va vraiment partir sur un cluster Kubernetes en quelques minutes. Les déploiements via Kubernetes sont utilisés via des Helm-charts, qui sont une manière standardisée de déployer des infrastructures IA en général. Et la standardisation des développements fait en sorte que vous pouvez déployer votre plateforme de dev. Et si demain vous avez besoin de passer en prod, vous pouvez réutiliser les mêmes déploiements que vous avez effectués pour le dev pour passer sur votre plateforme de prod. L'intérêt en plus, c'est d'accès immédiat à des node pools GPU qui vous permettent d'avoir directement l'utilisation des GPU sur votre plateforme. Vous avez aussi une séparation entre des workloads CPU et GPU. Typiquement, vous pouvez avoir plusieurs applications Kubernetes qui cohabitent dans le même espace. Donc soit via plusieurs clusters pour des applications extrêmement importantes, ou sur le même cluster si vous avez des applications qui doivent communiquer entre elles.
Et vous avez en plus l'ajout, le retrait de capacité sans refonte de l'infrastructure. On verra juste après en quoi c'est crucial pour le déploiement d'un projet. Typiquement, on a vu un acteur ce matin un acteur ce matin qui nous a montré en fait leur déploiement de projet IA. Et là-dessus, typiquement, ils ont eu un besoin qui a évolué. Ils sont passés de workload où ils voulaient rajouter une partie OCR qui n'était pas prévue initialement dans le projet. Pour ça, ils ont eu besoin d'ajouter plusieurs nœuds avec d'autres types de GPU. Et ça a été possible et très rapide via OKS parce que l'ajout de nœuds sur un node pool GPU est pratiquement immédiat une fois que c'est dedans. Alors, ce qu'on a aussi, c'est un travail collaboratif et de standardisation. Donc, vous avez un référentiel commun pour toutes vos équipes, DevOps, data et applicatifs, qui peuvent utiliser cette partie-là pour déployer tous leurs projets. Vous avez une réduction de l'expertise individuelle, parce que vous n'avez plus besoin d'un expert Kubernetes là-dessus. Donc, vous économisez aussi de l'argent là-dessus. Vous avez la possibilité d'avoir des déploiements qui sont réduits en erreurs manuelles, car s'ils sont automatisés. Et une accélération des mises en production. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à comment vous devez mettre en production votre plateforme. En plus de ça, vous avez une capitalisation et une évolution continue. Donc les déploiements que vous faites en dev, vous pouvez très bien les reproduire en prod. Et vous pouvez très bien voir toutes les choses que vous avez pu, toutes les contraintes que vous avez pu voir en dev, pouvoir les corriger pour que votre mise en prod se fasse sans souci. En plus de ça, vous pouvez, comme je l'ai expliqué juste avant, rajouter des nodes GPU. Donc vous avez une intégration extrêmement simplifié de nouveaux modèles qui vont suivre vos nouveaux usages de votre projet. En plus de tout ça, Frédéric nous a parlé juste avant de la partie auto-scaling, et ça va vous permettre de faire un pilotage FinOps extrêmement précis et d'avoir un alignement de vos coûts sur votre usage réel en fait. Donc ce qu'on voit ici sur ce schéma-là, c'est qu'on peut avoir plusieurs clusters, donc des clusters qui vont être typiquement purement applicatifs, sans partie IA, et d'autres clusters qui vont intégrer des GPU NVIDIA et qui vont vous permettre de travailler sur une partie IA. Vous avez donc une consolidation des usages de votre plateforme, une segmentation de vos usages, parce que même s'ils sont sur le même compte, vous avez des clusters différents qui sont dédiés avec des control planes dédiés pour chacun de vos clusters. Vous avez aussi une scalabilité, donc vous pouvez augmenter votre nombre de nodes là-dessus, comme on l'avait vu, et une gestion simplifiée de toute cette partie-là. Alors nous allons voir maintenant ce que nous réserve OKS pour le futur. Quelles sont les prochaines étapes pour OKS? Alors, je ne vais pas revenir sur le détail de ce qui a été fait depuis le début, sachant que le service a été lancé en mars l'année dernière. On a évoqué plusieurs fonctionnalités déjà disponibles. Juste pour rappel, on supporte toutes les GPU du YAS Outscale, y compris la possibilité d'avoir plusieurs GPU sur le même node, hein, avec les node type de type inférence 7. Donc ça permet d'avoir plusieurs H100, plusieurs H200 sur le même node dans son cluster Kubernetes. Depuis le lancement l'année dernière, il y a eu une étape importante l'été dernier, c'est le fait qu'on a intégré le périmètre de certification ISO 27001 et HDS Outscale. Donc aujourd'hui, le service OKS, il est ISO 27001 et il est HDS, hébergement de données de santé. L'objectif principal de cette année, de 2026, dans la continuité d'ailleurs d'ISO 27001, c'est la qualification SecNum Cloud. Et c'est ce que l'on appelle le J0 SecNum Cloud. Alors c'est quoi le J0 SecNum Cloud? Déjà c'est quoi SecNum Cloud? SecNum Cloud, c'est une qualification que délivre l'ANSSI. Et le J0, c'est la première étape d'un processus assez long. Lors du J0, on va déposer notre demande auprès de l'ANSSI pour être qualifié. À partir de ce moment-là, on va intégrer la liste des opérateurs en cours de certification. À ce titre d'ailleurs, dès le J0, on apparaîtra sur le site de l'ANSSI comme en cours de certification. Et en général, entre le J0 et la qualif, il faut compter 12 à 15 mois pour obtenir la qualif. Donc avec un J0 fin de cette année, notre objectif c'est une qualif fin d'année prochaine.
Alors, il y a d'autres choses à venir dans la roadmap. Je peux vous parler à court terme de l'intégration d'OKS dans Cockpit. Cockpit, c'est la console d'administration web pour utiliser le cloud d'Outscale. Ça va arriver d'ici le début de cet été. Et parmi les autres choses intéressantes dans cette roadmap, alors tout est intéressant, mais je vais juste appuyer sur un sujet qui est le Private Only Cluster. Ça, c'est quelque chose qu'on planifie pour début 2027. Ce sera la possibilité de déployer un cluster OKS 100% privé, au sens n'ayant que de l'adressage IP privé, y compris l'accès au endpoint, la Cube API du control plane. Voilà. Et les autres sujets de la roadmap, n'hésitez pas à venir vers Nassim ou vers moi, nous demander s'il y a des choses qui vous interpellent sur ce slide. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a quelques minutes, je crois, pour les questions. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro. Tu peux peut-être le... Bonjour, du coup, petite question par rapport aux intégrations sur nos infrastructures on-prem existantes. Aujourd'hui, sur les VPC, on peut faire du Direct Connect ou de l'IPsec pour intégrer sur des ranges privées les infrastructures outscale. Est-ce que les clusters cubes permettent de faire la même chose et du coup d'utiliser des API internes depuis des pods d'un cluster sur OKS? Je peux commencer peut-être à répondre à la question et Fred, tu peux continuer. On a directement l'intégration de VPN directement sur ton cluster. Donc je vais laisser Fred continuer là-dessus. Ça fait partie des choses qui ont été réalisées l'année dernière à travers le Net Peering to Data Plane et le VPN to Data Plane. Et ça se pilote directement en étant connecté sur son cluster. Ce sont des CRD qui permettent d'implémenter ces interconnexions. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous arrivez à avoir un cluster OKS dans un même VPC qui communique avec des VM du YAS? Alors, à ce jour, lorsqu'on déploie notre pool, ça se déploie dans un compte YAS qui est administré par le service OKS, qui n'est pas votre compte YAS. Donc, pour faire communiquer vos VM avec votre cluster, il faut passer à ce jour par le net peering et l'interco VPN. Et dans le futur, il y a ce qu'on appelle le Bring Your Own Account qui permettra de déployer directement les node pools dans son propre compte. Je vois qu'il y a le Control Plane achat et dans la roadmap en 2027, le Dynamic Control Plane. Et aujourd'hui, quel type de flavor vous offrez au niveau du Control Plane pour gérer un cluster entre 3 nœuds et 500 nœuds? Alors aujourd'hui, en effet, le Control Plane fonctionne avec des plans de Control Plane. Les Control Plane achats sont basés sur 3 nœuds master, avec 3 dimensionnements de ces nœuds, et on peut passer d'un dimensionnement à l'autre en zéro downtime, sans interruption de service. Et le Dynamic Control Plane que vous avez évoqué, dans le futur, permettra d'avoir un auto-dimensionnement du control plane en fonction de la charge du cluster. Donc avec cette fonctionnalité, ce ne sera plus à la charge du client de changer le dimensionnement de son control plane, ce sera le système qui le fera de manière automatique. On me dit time over, donc je crois que pour les prochaines questions, il faudra venir vers nous directement. Merci beaucoup. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas et à bientôt.